Bon, cool. En tout cas, merci d'avoir accepté. C'est super sympa. Avec plaisir. Alors, la Bonze, t'es né le 9 juin 96 à Nîmes, entre Montpellier et Marseille. Pour les meilleurs en géo comme moi, tu mesures 1,85 pour 76 kilos. Tu étais prédestiné à Ouais, jouer au tennis parce que ta maman s'appelle Dominique Perrier. Désolé, mais je devais le ouais, dire. c'est vrai. Tu as commencé à 6 ans dans le seul but de battre ton cousin. Comme quoi, ça Exactement. t'habitais à 3 minutes de ton club de tennis. Les choses sérieuses ont commencé à 14 ans en sport-études à Nice, puis avec la Fédé sur Paris. En junior, tu as gagné Roland en double avec Quentin Alice. C'était en 2014. Tu es joueur de tennis pro depuis 2015. 176e à ton meilleur en 2017. 156 en double. Tu es droitier, revers à deux mains. C'est assez Ouais. paradoxal parce que ta surface préférée est la terre et ton coup fort la volée. En 2017, tu es wildcard tableau à Roland et sort Daniil Medvedev qui abandonne à cause de crampes alors que tu menais 2-7 à 1 et 3-1 en quatrième avant de perdre sur Ramos Vinolas au deuxième tour. En 2018, tu sors des qualifs de WIM. En 2019, tu fais finale en double à Montpellier avec Antoine Hoang. Tu as aussi fait quart en double mixte à Roland 2019, associé à Amandine S, ce qui représente quand même 17 500 € à se partager. Ça se prend. Tu es pour l'OM, tu as passé un bac S et tu te décris comme assez timide, Ben, c'est ce qu'on va voir. Depuis le début de 2020, tu as gagné 2 futurs et fait finale en Chal à Bangkok, en Thaïlande. Tu as dû faire des Non, discours. à Bangalore, en Ah, Inde. alors, pardon. Tu fais bien de le Ouais, ouais. Tu as dû faire des discours après avoir gagné les 2 titres. Est-ce que c'est un exercice compliqué à gérer? Euh, pff, oui, enfin, surtout dans la mesure où c'était un peu en anglais. Et, Ok. euh, et c'était drôle parce qu'à Bangkok, il y avait aussi le tournoi des filles en même temps. Ouais. Et bien évidemment, ils ont fait la remise des prix des filles juste avant et c'est tombé sur une joueuse qui a fait un discours incroyable en anglais. Et moi, je me retrouvais à passer derrière et j'étais effondré parce que il fallait que j'arrive à. Enfin, dans ma tête, j'étais parti pour dire du classique et faire simple. Ouais. Et sauf qu'elle elle avait duré 5 minutes en faisant des trucs de génie. Du coup, j'ai dû me forcer un peu à faire mieux. Après, franchement, c'est quand même. Enfin, c'est souvent les mêmes réponses. Ouais. On a souvent les mêmes émotions après un titre. Donc non, c'est pas un exercice trop dur de répondre à ça. Donc, tu as pris le micro, tu as fait hello. J'ai pris le micro, je suis parti en anglais, j'ai remercié tout le monde. Après, c'était drôle parce que la fédé thaïlandaise nous mettait la pression pour vraiment bien citer un sponsor qui Ouais. était très important à leurs yeux. Donc voilà, vraiment, je pense que pour eux, le plus important, c'était qu'on arrive à placer ça. Et puis, non, ça s'est bien passé après. Et en quoi la meuf avait été incroyable? Elle avait fait tout un speech sur sa famille, elle a remercié tout le monde, mais vraiment avec un niveau d'anglais conséquent, quoi. Ouais. Avec un vocabulaire qu'on voyait pas mal. Et toi, sur l'anglais, tu le bosses comment? Bah, je le bosse, je le bosse pas, je le bosse au jour le jour sur le circuit, mais Ok. je parle correctement, mais j'étais pas aussi à l'aise qu'elle sur ce moment-là. Surtout, voilà, c'est des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, de s'exprimer en anglais bon, même si c'était pas très long, hein, ça parle de quelques minutes, mais des choses comme ça, on est beaucoup plus habitué à les faire en français. Mais en soi, ça va, on est capable de s'en sortir plus que bien. Pour nous situer ta progression au classement français, est-ce que tu peux nous faire étape par étape en partant de non classé à numéro? Oula. Alors, j'ai été donc non classé, je suis monté 33. Mon premier classement, c'était 33. Belle perf. À quel âge Non, c'est pas forcément important. Ok, donc j'ai fait 33, 31, 31, 15, 4, 15, 4, 15, 2, Ouais. 5, 6, 3, 6. Après, j'ai fait 1, 6, moins 4. Je crois que je suis resté un an à moins 4. Et derrière, j'ai fait moins 30, parce que c'était encore l'époque des moins 30. Moins 30, après, je suis monté numéro non, peut-être moins 15, je sais plus. Après, je suis monté numéro 60 et des brouettes. Ouais. Après, ben, je crois que j'ai fait le numéro 60 jusqu'à numéro 19. Je crois que c'est l'année où je suis bien monté. Ouais. Et de numéro 19, j'ai fait l'année dernière ou à numéro 24, si je dis pas de bêtises. Et cette année, je suis 33. D'accord. Et à -4, il s'est passé quoi l'année où tu as stagné? Il s'est passé quoi? Je crois que c'était ma dernière année d'INSEP.
ou la première d'INSEP, je sais plus. Et en fait, je sais pas, ça a dû être une année où j'ai pas forcément gagné beaucoup de matchs en junior. Ouais. Et j'ai fait une année où je me suis maintenu. Ça doit être la dernière à l'INSEP, celle où j'avais 18 ans. Et après, où j'ai réussi à remonter, je crois. Au niveau des premiers Français, c'est qui toi de ta génération et tu te situais où, à quel rang par rapport aux meilleurs? Je suis de la génération Quentin Alice. Ouais, Quentin Alice, Johan Clos et Maxime Janvier. C'était le groupe de 4 à l'INSEP. Alors maintenant, en plus, il y a Hugo Grenier aussi qui est pas mal classé à l'ATP. Mais dans cette génération, où est-ce que je me situe je devais être dans les 5-6 premiers à l'époque en junior, hein. ok. Après, forcément, avec le circuit ATP, ça fait un peu plus le tri parce qu'il y a moins de joueurs qui persistent. Là, maintenant, je dois être dans les 4 ou 5 encore. Avec ceux que j'ai cités, on est quasiment dans les mêmes classements. Tu as joué les 4 grands chelems juniors du coup? Non, j'ai joué que Roland Garros et Wimbledon. Pour l'US Open et l'Australie, j'étais blessé les deux. Ok. Je devais y aller, mais j'ai pas pu y aller parce que voilà, j'étais blessé et je devais rester en France pour me soigner. Est-ce que tu peux nous raconter le Roland Junior que tu t'es envoyé et si ça t'a débloqué quelques portes dans la foulée? euh, Derrière, on avait vécu une très belle semaine, hein. L'année d'avant, on était resté un peu sur quelques regrets parce qu'on avait perdu en demi au super tie break. Je crois qu'il y avait Kylen Mund et un Portugais qui doit être 200 maintenant, c'est Silva. Et on était un peu frustrés parce qu'on trouvait qu'il y avait largement la place de faire mieux un an avant. Pour dire la vérité, on n'était pas censé jouer ensemble avec Quentin la dernière année. Finalement, il y a eu des concours de circonstances un peu dans les joueurs. Certains ont eu des petits pets juste avant le tournoi de simple. Du coup, ils ont préféré jouer que le simple. Et du coup, on s'est retrouvés ensemble. On a eu un peu de mal sur le premier match ou le deuxième match. Je sais plus, il y en a un où c'est un peu compliqué parce que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. Et au final, la semaine est passée petit à petit. Et vraiment, après 2 matchs, on était vraiment rodés. On jouait très bien. Et voilà, toute la fin de tournoi, c'est très bien passé. On a fait que des scores assez sévères, donc c'était vraiment cool. On était tous les deux très contents, sauf enfin, moi j'ai pas pu trop, enfin lui non plus d'ailleurs, on n'a pas trop pu fêter ça parce qu'on avait le bac qu'enchaîné dans la foulée. On avait le bac, je crois, c'était une semaine après ou 10 jours après. Et derrière, écoute, ça ne m'a pas forcément ouvert de porte, dans le sens où moi je me suis blessé juste après le bac, où j'ai eu une blessure quasiment sur mon premier tournoi de reprise ou le deuxième juste après le bac. Donc voilà, et après c'est là où après j'ai pas été conservé au CNE et je suis parti m'installer à Toulouse pour les quelques années d'après. Pourquoi t'as pas été gardé du coup au CNE? J'ai pas été gardé parce qu'il y avait à l'époque en sortie d'INSEP, il y avait un barème de classement à respecter Ouais. et j'avais pas été dans le classement jugé nécessaire à l'époque pour être conservé là-bas. Et comment tu as créé une structure à Toulouse? Mais en fait, ma dernière année d'INSEP, c'était Cédric Reynaud qui était responsable, qui venait de Toulouse, donc qui connaissait très bien le pôle sport à Toulouse, ainsi que beaucoup de joueurs. Et à partir du moment où j'ai eu cet impératif de classement à atteindre sur une période en rentrant au CNE, parce que j'ai été prêt à laisser au début, j'ai tout de suite cherché un petit peu au cas où si j'avais déjà un point de chute pour essayer de caler un truc si ça se passait mal. Et c'était aussi la période où j'ai toujours été dans le même club depuis que j'ai commencé jusqu'à 18 ans. Donc même quand j'étais moins 4 ou moins 15, je sais plus, j'étais dans le même club. C'était un tout petit club qui jouait en départemental. Donc je jouais pas les interclubs et j'avais pas un club qui me permettait de jouer les matchs par équipe en mai ou des trucs comme ça où j'étais payé. Ouais. Et du coup, j'en ai profité pour en même temps changer de club et essayer de jouer les interclubs en fait tout simplement. Yes. Et ça s'est tourné vers le Stade Toulousain et au final, le fait de pas être gardé au CNE, je suis parti là-bas et ça m'avait été conseillé donc par Cédric qui connaissait très bien et il y avait beaucoup de jeunes, que ce soit Fabien Reboul, Paul Kerr, Maxence Brovillet, enfin il y avait plein de jeunes qui étaient sensiblement dans le même âge que moi et tous se lançaient un peu sur le circuit ATP en même temps, donc c'était une bonne occasion et un bon groupe à rejoindre, quoi. Wimbledon Junior, du coup, t'en gardes une image en particulier ou rien, rien à signaler? Wimbledon Junior, j'avais fait un match, j'avais joué mon premier tour
j'avais perdu. Ça m'avait marqué parce que j'étais le dernier match de la journée à être annoncé. C'est-à-dire que, bon, voilà, normalement, sur les programmations de tournoi, on a notre cours avec des différentes rotations. Là, je crois qu'il y en avait 6 ou 7 dans la journée. Donc, c'était assez long. Je sais pas si c'est fréquent ou pas sur ce tournoi-là, mais tu as des matchs, en fait, qui sont classés donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui sont en fait à rajouter au programme qui est déjà prévu. D'accord. Donc, en fait, le matin, je savais absolument pas sur quel cours j'allais jouer. J'avais pas de cours programmé. J'étais sur un cours à annoncer, quoi. Et j'étais le dernier match à avoir un cours attribué. Et j'ai joué vraiment tard. J'ai joué très tard et c'était marrant parce que j'avais perdu 9-7 au troisième déjà. Donc c'était la première fois que je dépassais le tie-break du troisième. Et on avait fini quasiment le dernier match de la journée, junior et senior confondus. Et j'étais sur un cours entre le 1 et le central. Ouais. Les 2 grands matchs s'étaient terminés juste avant moi. Et du coup, il y a eu comme un effet comme un attroupement autour de mon terrain du fait que tous les spectateurs se sont retrouvés quasiment sur mon dernier match de la journée. C'est bon, ça. Et c'était marrant parce qu'il y avait plein de monde qui essayait de regarder, qui pouvait pas rentrer sur le court alors qu'on était qu'un match junior et on était à 6 partout au troisième, quoi. Ouais, c'est bon. Et alors, ça a envoyé du Let's Go Ben un peu ou... Bah ouais, il y avait quelques Français, il y a toujours quelques Français, ah oui, mais c'est sympa. Bon, après, malheureusement, j'avais perdu. Mais ça faisait bizarre d'avoir voilà, cet effet de foule un peu tout autour, alors qu'on était un match qui représentait pas grand-chose. Il n'y avait pas un anglais, il n'y avait pas un truc précis pour qu'il y ait autant de monde. Comme vous êtes en junior, ça intervient pendant la deuxième semaine des pros, donc il reste vraiment le gratin sur les grands chelems. Est-ce que tu Ouais. as une ou deux anecdotes avec des beaux noms, tu as pu vivre des trucs dans le vestiaire, j'en sais rien, un truc ou Là, deux. à Roland, l'année où on gagne en double, j'avais fait un échauffement de Gaël. Un jour, c'était son troisième tour, je crois, et il cherchait un joueur pour l'échauffer, donc je l'avais échauffé. Ouais, Et sinon, non, il s'est pas passé grand-chose. Après, on n'est pas forcément dans les mêmes vestiaires. d'accord. Sur les tournois du Grand Chelem, à Roland, on est principalement, enfin, les juniors sont réservés au Langlaine. Ouais, Les pros peuvent aller au Langlaine, au Châtrier. Nous, on a le droit d'aller qu'au Langlaine. Donc déjà, ça fait un peu de tri. Et du coup, c'est vrai que sur les deuxièmes semaines, ils préfèrent quand même être plus au calme les autres, sachant qu'il y a beaucoup de juniors qui arrivent d'un coup. ouais. Donc on les voit pas forcément, on les voit pas forcément des masses. Donc vous n'avez pas le même player lounge, quoi. Ouais, en fait, nous, on est tout le temps, on a le droit d'aller qu'au Langlaine et eux, ils sont vraiment sur l'espace Châtrier. Bon, après, le Langlaine est un petit peu plus grand, donc c'est bien parce que vraiment, en junior, il y a 250 joueurs, filles, garçons confondus, donc Ouais. ça fait du monde à accueillir, mais du coup, je comprends tout à fait qu'ils préfèrent aller un peu plus au calme sous Châtrier, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier point ATP? Où c'était? Est-ce que ça t'a procuré? Ouais. Alors, mon premier point ATP, c'était donc 2014. C'était l'année où on gagne Roland. C'était début d'année, c'était en février, je crois. On était parti faire 10 000. Je crois que c'était encore des 10 000 à l'époque, au Portugal, à Faro et à Loulé. Alors, je sais plus dans quel ordre c'était, mais les deux villes étaient vraiment à côté. Et c'était des tournois où il y avait 4 tours de qualif pour sortir. Il y avait vraiment beaucoup de joueurs et j'étais parti là-bas avec Maxime Janvier et Alexandre Muller. On était partis sur la tournée. Eux, ils avaient déjà des points, donc ils avaient un tour d'avance en qualif parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs qui avaient signé. Et en fait, on s'était retrouvés sur, je pense, les 10 jours, les pires 10 jours au Portugal possible. C'est-à-dire qu'il a fait que pleuvoir. Donc, on est arrivé le jeudi soir. Vendredi, on va s'entraîner normalement. Et samedi, donc, les qualifs doivent commencer. Samedi matin, il pleut. En fait, on était parti sur 2 matchs par jour normalement. 2 matchs samedi, 2 matchs dimanche pour que le tableau commence lundi. Donc, samedi, pluie. Milieu d'après-midi, il y a une éclaircie, les cours sèchent un peu, on peut commencer. Moi, je fais mon premier match, je gagne. Derrière, mon deuxième tour se joue à 22h, 22h30. Donc, je gagne encore. Ouais. Les autres avaient gagné aussi. Derrière, dimanche, pluie. Impossible de jouer. Lundi, mardi, pluie. Donc, le tableau était déjà censé commencer. Les qualifs n'étaient pas terminés. Et on arrive au mercredi matin où il pleut. On change de ville. Donc, on va dans la ville du deuxième tournoi parce que les cours séchaient plus vite et qu'il y avait un temps pour jouer. Moi, je commence mon match du troisième tour de qualif. Je suis interrompu au troisième. Genre à 2-1 ou un partout au troisième, il repleut. Le juge arbitre nous fait attendre jusqu'à 19h pour essayer de relancer les matchs, impossible. Donc on était mercredi soir, moi il me restait un match et demi de qualif à faire. Jeudi pluie,
Et on arrive le vendredi matin où je finis mon match, je finis mon troisième set. Une demi-heure après, je jouais le dernier tour qualif. 2 heures après le dernier tour de qualif, je jouais mon premier tour tableau. Donc le tableau commençait le vendredi. Ouais. Et c'était super tie-break au troisième parce qu'ils avaient pris tellement de retard, ils avaient annulé le tournoi de double et tout. Ouais. Et je bats un Espagnol qui était aux alentours de la 400e place. Je crois qu'il s'appelait Arenas Gualda, si je me souviens bien. C'était un petit gaucher. Et je gagne le premier, je perds le deuxième et je me retrouve à jouer au super tie-break pour mon premier point. Donc j'étais pas très très confiant et finalement je m'en sors, je gagne 10-5 ou un truc comme ça. Donc j'étais super content. Et sauf qu'on était vendredi soir et que les qualifs du deuxième tournoi commençaient le samedi. Et que bien sûr, vu qu'on était qu'au deuxième tour tableau, il n'y avait pas de spécial exempt ou quoi, il fallait être en demi. Et Ouais. du coup, il fallait décider soit de signer en qualif ou pas pour le jouer, mais je commençais le samedi quoi qu'il arrive pour repartir sur 4 matchs. Et donc samedi matin, donc je décide de signer avec mon coach parce Ouais. que voilà, j'étais là pour jouer de toute manière et voilà, j'avais pris un point donc c'était cool. Samedi matin, il pleut. Je joue mon deuxième tour du tableau du premier tournoi à 16h. Je perds et genre 1 heure et demie après, je commençais le premier tour des qualifs de l'autre tournoi. Et je gagne, je fais 3h15 de match, je crois, je gagne 7-5 au troisième sur un mec qui jouait pas mal. Ouais. Et je me suis retrouvé enchaîné. Et du coup, après, il a plus trop plu, mais j'avais pris un tel rythme de match que je suis arrivé au dernier tour qualif, deuxième, j'étais fracassé. Ouais. Et voilà. Et après, j'ai perdu le dernier tour. Je crois que j'ai même abandonné. J'avais une douleur, je crois, à la hanche. Mais c'était n'importe quoi. Il y a eu tellement de pluie. On a joué tous les matchs resserrés. Et voilà. Du coup, c'était marrant pour un premier point. Bienvenue dans la jungle des futurs. Ouais, c'est ça. Et Bah, comment. surtout des qualifs à 128, quoi. C'est rare. Ouais, tu m'étonnes. Ça rappelle un peu l'époque des satellites, quoi. Ouais, c'était limite ça. Comment tu as géré financièrement pour assumer? Tu parlais des matchs par équipe, mais tu avais quoi d'autre comme soutien financier? Bah, mes parents. Tes parents? Principalement mes parents. Après, ouais, les interclubs, une fois que j'ai plus été à la Fédé, parce que forcément, j'avais moins d'aide. Ouais. Après, j'avais quand même une bourse en début d'année. Mais non, sinon, je faisais avec ce que j'ai gagné sur les interclubs et plus ce que moi, je pouvais apporter à côté, plus mes parents. Il y avait quoi? Il y avait un deal entre vous en termes d'objectifs dans la durée? Qu'est-ce que vous... Avec mes parents? Ouais, Non, il y avait pas de deal particulier. Après, du moment que, du moment que je faisais pas n'importe quoi et que je jouais le jeu à fond, de toute façon, je pouvais pas non plus faire des folies parce que, il n'y en avait pas les moyens, mais j'ai essayé de faire des programmations qui tenaient la route et qui me permettaient de gagner pas mal de matchs. Et au final, j'ai progressé assez vite. Je suis monté assez vite vers les 600, je crois. ouais. Et j'ai eu des bonnes victoires en France sur des joueurs qui étaient genre 300 ou 350. Du coup, ça laissait quand même un peu d'espoir. Mais à un moment, je me suis quand même posé la question de savoir si je m'inscrivais en fac ou pas, chose que je n'ai pas fait et que je ne regrette pas parce que, enfin, je trouvais ça vraiment dur de gérer les deux à la fois. Et puis on avait quand même mine de rien il y a toujours les partiels obligatoires sur des périodes un peu chiantes. Donc j'ai décidé de pas le faire et je crois que c'est l'année d'après où j'ai commencé à vraiment bien jouer. Donc c'était un bon choix. T'aurais fait fac de quoi? Je sais pas, j'aurais peut-être fait soit Staps ou un truc dans ce style-là. Je pense que j'aurais bien aimé faire kiné. Bon, c'était un job de faire les deux en même temps. Donc en soi, il n'y avait pas trop de choix possible en fac. Juste, fais pas trop avec les doigts parce que pour le son, après, c'est niqué. Pardon. Non, t'inquiète, c'est un réflexe, tout le monde le fait. Mais Ouais, pardon. C'est vrai qu'en plus, je commence à le faire. du coup, tu as mis combien de temps à peu près pour accéder au Challenger? Où s'est situé le Euh, déclic en termes de niveau? Comment tu as vécu ça? Bah, du moment où j'ai commencé vraiment, donc c'était fin 2014, en fait, je suis arrivé en Challenger une semaine avant Roland. Ouais, Parce que Bordeaux, bon, c'était mon deuxième, je crois, j'avais fait, ou troisième, j'avais fait une ou deux fois des qualifs. En fait, comment dire, percé d'un coup en Challenger en faisant qualif et demi à Bordeaux, plus l'enchaînement en Roland. d'accord. Et ça, c'était quoi? C'était 2017, donc compte 2 ans et demi à peu près en futur. 2 ans et demi, et après, j'ai eu une période sur un mois et demi où j'ai gagné vraiment pas mal de matchs, en plus sur des gros tournois, donc je suis monté beaucoup pour derrière faire quasiment que des challengers pendant un an, quoi.
T'as vu une grosse diff de niveau entre les futurs et les chals? Comment t'as vécu le truc? Bah, je pense qu'au début, j'étais un peu insouciant, tu vois. J'y suis arrivé. Je me disais que les mecs allaient vraiment bien jouer. Enfin, en soi, enfin, dans ma tête, j'avais fait un gros tournoi à Bordeaux où j'avais très bien joué, plus un enchaînement en Roland, et je me retrouvais 220, je crois, ou 215. Et je connaissais vraiment personne en Challenger. Je connaissais pas les joueurs. D'accord. Donc, j'avais pas trop de. Enfin, je savais, vu du fait que je savais rien sur eux, ben, en fait, j'avais pas de pression et limite, dans ma tête, je me disais, bah voilà, de toute façon, il est là depuis plus longtemps que toi, il va peut-être être plus fort, donc je vais relâcher. Et sur les premières semaines en chat, j'ai vraiment hyper bien joué. Je faisais quart toutes les semaines, donc c'est dommage parce que c'est à partir des demi où tu prends vraiment pas mal de points. Mais à chaque fois sur des matchs accrochés, et la transition, je l'ai vraiment hyper bien vécu, quoi. Juste pour nous situer, un premier tour en futur et un premier tour en challenger, c'est combien de points et combien de différence d'argent? Ben, un premier tour en futur, c'est un point quand tu le passes. Ouais, Donc, quand tu gagnes ton premier tour, c'est un point et tu vas prendre peut-être, je sais pas, 200 euros. ouais, 200 euros. Et en challenger, sur les plus petits, bah après, c'est encore pareil parce que c'était avant, il y a eu une réforme depuis où ils ont rajouté un tour ouais. sur les challengers. Mais à l'époque, tu gagnais un match, c'était 6 points. Donc, c'est comme si tu étais quasiment en demi de futur. Ouais. Et en termes d'argent, tu étais facilement à 700, 800 euros. Et quand Donc, ça tu passes l'écart d'un challenger, c'est quoi la différence entre quart et demi en termes de points? bah, sur les points, c'est doublé, c'est quasiment c'est 17-33 ou 15-30, ça dépend. Donc, Ah, c'est c'est là où bien. c'est vraiment des grosses diffs, quoi. Bon, du coup, est-ce que tu peux nous faire vivre le Roland-Garros de 2017? Pourquoi est-ce qu'on t'offre la wildcard et nous raconter un peu dans quel état d'esprit t'es, comment t'as préparé le match contre Danil et Euh, surtout comment tu l'as vécu, quoi. bah, tout allait méga vite. J'étais à Bordeaux. Bah, c'était quoi? C'était 2 semaines avant. 2 semaines avant le tableau de Roland. Moi, j'allais là-bas. Honnêtement, hein, j'espérais potentiellement une wildcard qualif à Roland. Ouais. Je venais de gagner un 15 000 sur terre. Donc, j'arrivais plutôt en confiance à Bordeaux. Je voulais le faire. Bah, surtout, voilà, parce que on sait que c'est un des gros tournois avant Roland en France et que bah, c'est toujours bien de un peu se jauger à ce niveau-là. Et puis, si jamais tu joues bien, bah, ça ouvre forcément des portes. Donc, il y avait des qualifs assez relevés. J'avais battu 3 bons joueurs, je me rappelle. Et j'avais fait mes meilleures victoires. J'avais battu un Américain, je crois que c'était Smithek, qui était 130 ou un truc comme ça. Ouais. Leaf. Donc, c'était encore méga tôt. Et j'ai pris le tournoi vraiment comme il est venu. Je me suis pas mis de pression. J'avais un peu de famille là-bas, donc je connaissais des gens. L'ambiance était vraiment cool. Le tournoi est super. Et au final, enfin, jour après jour, je suis arrivé à me retrouver en demi en ayant battu mon premier top 100. J'avais battu Corentin Moutet. J'avais battu un autre Canadien qui était bien classé. Et c'est marrant parce que l'annonce des wildcards, c'était faite le mardi soir, je crois, sur un live Facebook. C'était le président qui l'avait faite. Et, euh, et à l'époque, c'était un peu polémique parce que Corentin Moutet était wildcard qualif. Ouais. Et moi, j'avais wildcard tableau bah, contre toute attente, mais moi, je ne m'y attendais pas et je l'espérais même pas en soi. Et c'était drôle parce que le lendemain matin, on se jouait au deuxième tour à Bordeaux. Et au final, j'avais réussi à gagner, mais quand le président a fait le live sur Facebook où il dit bon voilà, on va commencer par les wildcards simples messieurs tableau final. Bah j'étais sur mon ordi, mais j'écoutais même pas. Enfin pour moi ça me concernait pas et limite j'ai eu un doute quand j'ai entendu mon nom parce que ça passe vite. J'écoutais à moitié, j'ai entendu mon nom, j'étais pas sûr. Et du coup c'était vraiment une grosse surprise et tout s'est enchaîné méga vite. J'ai dû bah Et tu sais pourquoi il forcément t'a choisi toi? bah, sûrement parce que j'avais gagné quelques matchs intéressants juste avant. Après, je sais pas pourquoi précisément, parce qu'il voulait sûrement faire une place aux jeunes et il jugeait que c'était le bon moment pour moi. D'accord. Mais, du coup, il a fallu gérer bah, forcément tout cet aspect un peu médiatique autour des wildcards, alors que j'étais encore en tournoi et en course à Bordeaux. Du coup, j'avais pas mal de questions qui revenaient là-dessus. Il fallait rester concentré sans trop se projeter parce que c'est quand même un truc assez immense et pour moi c'était mon premier grand chelem tout court, j'avais même pas joué de qualif avant ni rien. Ouais. Donc voilà, la semaine s'est terminée, j'avais perdu en demi, bah, déjà j'étais déçu d'avoir perdu parce que j'avais pas fait un mauvais match et c'était un peu accroché, j'aurais bien aimé aller plus loin parce que je me sentais vraiment bien là-bas.
Et après, il a fallu décider très vite quoi faire par la suite, organiser pour monter à Paris, réserver l'hôtel, machin. Et je suis arrivé dans un monde que je connaissais pas du tout. Je le connaissais des juniors, mais c'est pas moi qui gérais l'aspect logistique comme ça. Ouais. Donc c'était un peu une barrière à franchir. Quand je suis arrivé là-bas, je me sentais pas forcément à ma place. Je voulais pas m'entraîner avec je voulais pas jouer avec les joueurs. En fait, je voulais jouer qu'avec des sparring. J'avais un pote qui était sparring et je voulais jouer qu'avec lui. Ouais. J'avais pas envie de me rajouter de pression à me dire, voilà, il va falloir je voulais pas avoir la pression de me dire, je vais gâcher l'entraînement d'un mec. Parce que dans ma tête, j'étais moins fort. Donc, en fait, je voulais rester vraiment dans un truc de confiance où j'arrivais, déjà avec pas mal de victoires. Et tu vois, on en revient au vestiaire, mais au début, je voulais pas aller sous le vestiaire du Châtrier. Je voulais rester Col Anglaine parce que j'avais mes repères là-bas. Ouais. Et j'ai mis du temps à aller sous l'Anglaine, enfin sous Châtrier. Toute la première année, en tout 2017, je suis resté Col Anglaine, sauf pour mes échauffements d'avant-match parce que je jouais sur le 2 et du coup c'est le départ du Châtrier. Ouais. Mais je voulais pas prendre mes habitudes là-bas. Pour moi, je voulais rester sur un truc que je connaissais, où je savais que j'avais pas trop de pression et où je me sentais un peu à ma place. Et c'est que l'année d'après où j'ai accepté d'aller sous le Châtrier parce que je crois que quand on est tableau en double, on avait une wildcard, on pouvait y aller. Et juste Mais pour là, revenir sur la logistique d'hôtel, le tournoi vous défrait un certain montant et toi, tu choisis l'hôtel, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est Et ça, tu as un montant à louer selon si tu es qualif ou tableau. ouais. Et après, tu fais ce que tu veux. Tu as des navettes qui t'amènent quand même assez loin dans Paris, donc on est assez libre. Et tu peux prendre un Airbnb, ça te fait plaisir. Ah ouais, on prend ce qu'on veut. Ok. Mais toi, Tu peux dormir chez toi et si tu habites à Paris, dormir chez toi et prendre le budget alloué à l'hébergement. Tu peux prendre un hôtel, tu peux aller à un Airbnb, tu dors où tu veux. c'est quoi? C'est 350 € la nuit, non, c'est pas ça? C'est 300, je crois, dans le tableau. 300. Ok. 300 € pour le tableau et un peu moins, c'est 180 en qualif. Et pareil, il y a un budget bouffe chaque jour? Ouais, sur le badge, par joueur, il y a 100 € par jour Ok. Ouais, au resto où tu peux faire manger ta famille, ton coach. Et ouais. si ça te passe, tu payes. Ouais, voilà, je suis resté au Langlaine. Je suis arrivé, donc j'avais quand même un peu l'appréhension du tirage. Ouais. Je me rappelle le jour où le tirage au sort a été fait, j'étais allé m'entraîner, j'avais fini une demi-heure avant, je crois, donc j'étais rentré tranquillou à Roland dans les vestiaires. J'étais allé prendre ma douche et on devait manger. Et forcément, à ce moment-là, impossible de trouver le tirage au sort en direct sur le téléphone. Chercher des vidéos partout, impossible. Et au bout de 5 minutes ou 10 minutes, j'ai reçu plein de messages. Ouais, tu mets des defs, machin. Donc, je l'ai appris comme ça. J'ai même pas vu le tirage au sort. Et c'était marrant parce qu'on est de la même année. Et Ouais. qu'on s'était joué, je le connaissais. Je l'avais vu plein de fois en junior, quoi. Je l'avais joué sur des tournois juniors, mais bien avant, quand j'étais encore à Bouloris. Et ça disait quoi? Donc, Tu jouais en junior? j'avais gagné, je crois que je l'avais battu en finale du grade 4 à Clermont. Pour te dire que ça remonte un peu. Ouais. Et en soi, je l'avais plus trop vu jouer depuis, quoi. Il était 60e, je crois, 55, Ouais, un 58. peu comme ça. Ouais. Il était 50-60 dans ces eaux-là. Ouais. Et du coup, tout de suite, je me suis dit que il y avait la place parce que je le connaissais. Je tombais pas sur un mec 35e ou 20e que je connaissais, genre un Ramos, un Ramos où je me suis fait rouler dessus au deuxième tour, mais limite, ça m'a mis pas mis un peu de pression, mais tu vois, le fait de savoir que je pouvais gagner, tu vois, ça m'a rajouté une petite dose. Et puis mine de rien, tu le sens dans l'atmosphère de Roland quand voilà, tu sens qu'il y a quand même une atmosphère assez lourde Ouais. et c'est pas facile à gérer sur des débuts comme ça. Et le matin du match, impossible de manger. Je me réveille, je déjeune à peine, je vais faire mon échauffement où j'avais tapé avec Patrick Vergne, le CTR de Midi-Pyrénées, qui m'avait accompagné là-bas. Je jouais vers 14h, donc j'avais encore le temps de manger, j'avais joué tôt sur le 2, machin, je m'étais chauffé, et le repas de midi, impossible. Tendu comme jamais. Ah ouais, j'étais tendu, j'avais vraiment pas faim, quoi. Et le match avant moi, c'était des filles, et elle m'avait fait un vrai match de meuf, quoi. Elle m'avait fait un 6-2 de 6-6-2, où ça fait 6-2 en 20 minutes, je vais m'échauffer parce que ça arrive vite, et au final, je vois que 10 minutes après, il y a 4-1 pour l'autre. Donc j'avais fait une ou deux séances d'échauffement, donc ça prolongeait pas mal le truc. Et L'échauffement dure combien de temps? l'échauffement, il durait un quart d'heure, 20 minutes. Ça dépend, au final, je suis resté bien plus longtemps. Je suis resté 45 minutes à l'échauffement parce que le match des filles, c'était prolongé, mais la partie dynamique, elle est de 10-15 minutes.
Ouais. Donc voilà, et du coup là c'est mon tour, donc je vais sur le terrain, je vais sur le 2, je m'installe. Dany il arrive pas très longtemps après moi, il doit arriver 2 minutes après moi. Et là c'était vraiment particulier parce qu'il avait pas de raquette. En fait, toutes ses raquettes étaient chez le cordeur et il attendait sa raquette, donc on est resté, je pense, 10 minutes sur le court Ouais. à attendre sa raquette. Et là, je savais pas quoi faire. J'étais, j'étais au milieu du cours, le cours était plein et lui, il avait pas sa raquette, on pouvait pas jouer. Du coup, ça a fait monter un peu le truc. Les, ouais, les premiers jeux sont pas faciles quand même. Ouais. Les premiers jeux sont pas faciles. J'ai mis un peu de temps à vraiment me libérer et surtout que je fais un premier set où j'ai des balles de 7, je les fais pas. Et du coup, forcément, ça trotte dans la tête. C'était mon premier match en 5-7, enfin, du moins en 3 sets gagnants. Ouais. Et je me dis, putain, tu vas quand même pas avoir 2000 occasions, t'en as une pour gagner le premier, ça aurait été bien de les faire. Et j'arrive pas à les faire et je me dis, bon, maintenant, faut en gagner encore 3. Alors qu'on avait déjà 7-5 bataillé depuis 1 heure. 7-5 au premier, non? Ouais, 7-5 et on avait fait 7-5 en 55 minutes, je crois. Donc Et c'était donc, ta un balle gros de premier. 7 à 5-4 sur son service? Ouais, 5-4, 15-40. Ah oui. 4, 15, 40, forcément, je prends un full sur les deux parce qu'il sert quand même l'acier. Et il y en a une, je crois, où je rate un retour, où il y a un truc, où vraiment je fais une faute où je me dis, vraiment, t'es un connard, quoi. Et derrière, je perds le set, donc petit coup sur la tête. Ouais. Et tout le début de deuxième, je survis, mais vraiment, c'était de la survie. J'ai des balles de break à sauver à tous les jeux. Je m'en sors à tous les jeux. Le Et public t'aide? ouais, le public forcément était à fond derrière moi. Et c'est marrant parce que Daniel s'énerve beaucoup. Il s'énerve beaucoup. Il a une tendance à un peu énerver les gens, comme on a pu le voir à l'US Open l'année dernière. Ouais. Et ça faisait un peu cet effet-là. En plus, moi, j'étais français. Et je sais pas, il y a un jeu qui est méga long, je crois, à 4-3 ou un truc dans le deuxième. Et un jeu méga long, j'arrive à le breaker. Après 7 ou 8 avantages. Ouais. Et là, d'un coup, je reprends un peu espoir. Je me dis, bon, voilà, ça peut faire un set partout. On sait pas ce qui se passe. Et là, je me dis, bon, allez, premier point du jeu, je sers. Je me dis, t'essaies de passer ta première, quoi. Tu fais un bon point. Si tu peux avoir un point gratuit, ça fait du bien. Et je sers, je retombe sur la jambe gauche. Et là, je sais pas si tu connais cette sensation, mais crampe de la jambe gauche. Jambe raide. Wow. Donc là, je me dis, putain, c'est pas le moment. Et je me dis, le match, il peut être très long, quoi. Je peux faire un set partout. Si je commence à cramper maintenant, que je peux plus servir, Chaud, ouais. ça va être compliqué. Et j'essaie de me relâcher et je me fais débreaker. Et là, je me dis, là, tu te fais débreaker. Si tu prends 2-7-0 en commençant à cramper avec des occasions dans les 2 sets, La crampe, là, à un moment, tu vas rentrer chez toi, quoi. tu gardes la crampe sur tout le jeu? Non. En fait, dès que je retombe au service, j'avais jambe raide. Ah. Donc, après, il faut dire que j'ai pas la poussée la plus monumentale au service, mais donc je suis capable de servir sans. Et, euh, et je sais pas si ça s'est trop remarqué à l'image, mais au final, quand tu crampes d'une zone et que tu essayes de l'esquiver un petit peu, ça te prend partout ailleurs. Du coup, ça prenait au mollet, adducteur, ça compensait partout. Et je suis arrivé en fin de set, j'étais vraiment pas bien. Et au final, j'arrive à le rebreaker pour faire 6-4 avec vraiment des gros points et une balle de 7 qui était incroyable où ça a mis une ambiance de dingue. Ils avaient été obligés de suspendre le match à côté sur le 3 Ah ouais? parce qu'il y avait trop de bruit sur le 2. Sur ce moment-là, il y avait l'arbitre qui intervenait, qui disait calmez-vous, les joueurs peuvent pas jouer ici, machin. Et c'était vraiment dole. Et j'étais parti, je sais plus si c'est au deuxième ou au troisième où je suis parti aux toilettes, au vestiaire, pour me changer et à un moment essayer de me calmer, parce que j'étais fatigué mentalement. Ouais. Nerveusement, ça commençait à être dur parce que j'étais repassé devant et que il y a un moment où il fallait que j'arrive à tenir et surtout je devais gérer les crampes. Donc, je pense qu'il y a quand même une grosse baisse d'intensité entre le deuxième et le troisième. J'ai vu, juste pour rebondir, j'ai vu la balle de 7 tout à l'heure. Elle est incroyable. Tu termines c'est un rallye de 27 coups. Ouais, Sur un revers dans le contre-pied qui est monstrueux. Incroyable. première apparition sur Tennessee Legends aussi. Énorme. Ouais. Donc voilà, j'ai essayé de me calmer parce que derrière, il fallait absolument que j'arrive à me gérer pour ne pas faire crampe générale sur le court, quoi. Ouais. Parce que là, c'était terminé. Donc, il y a eu grosse baisse d'intensité. Au final, je me suis dit, écoute, essaye juste de mettre la balle dans le court quand tu peux. Tu fais 80% de kick au service et tu vois ce qui se passe. Et j'avais pas vu que lui, il était pas bien non plus. Honnêtement, j'avais pas du tout vu qu'il avait mal, qu'il avait des crampes dans le bras et aux jambes. Je savais pas. Et
et je pense que lui ne savait pas que j'en avais non plus. Et donc, c'était quoi? C'était tension plus durée et intensité du match qui faisait que. Ouais, parce on avait fait les 2 premiers sets avaient duré quasiment 2 heures déjà. Ouais. Et on avait pas mal envoyé. Et pour moi, en premier Roland, si tu veux, je jouais tous les points à fond, quoi. J'avais pas cette gestion des points où sur certains jeux, je laissais passer 2 points quand j'étais à 30-0. Là, je jouais tous les points à fond. Lui, il a quand même un jeu où il te fait pas mal courir. Et moi, je faisais l'essuie-glace sans arrêt. Donc, à un moment, j'étais rôti. Et du fait, j'étais tellement concentré sur moi pour pas cramper et vraiment garder le contrôle que je j'ai pas vu que lui était pas bien. Ouais. Et au final, quand il abandonne le quatrième, ça a été, enfin, je comprenais pas ce qui se passait, quoi. Je comprenais pas ce qui se passait et d'un coup, je m'approche au filet et il me dit j'arrête. Et là, Et il est moche je me dis presque, bah ce abandon, non? ouais, mais honnêtement sur le coup, tu penses pas. Ouais, tu m'étonnes. Sur le coup, j'y pense pas. Sur le coup, je sais pas quoi faire parce que je comprends pas, quoi. Enfin, j'étais tellement dans le match et dans l'idée de vu que j'avais le break au quatrième de juste tenir mon service. Ouais. Que d'un coup, je sais pas quoi faire. Je me retrouve à avoir gagné le match. Je lui serre la main, je serre la main de l'arbitre. Je suis au milieu du cours. Qu'est-ce que je fais, quoi? Mets-toi à genoux, putain. Non, mais et du coup, j'ai eu enfin, il y a eu un instant où vraiment je ne savais pas quoi faire. Ok. Donc, je suis allé voir les gens qui étaient dans la box. J'étais méga content. Mais sur le coup, ça fait bizarre parce que, ouais, au final, dans ma tête, le match n'était pas fini, quoi. Ouais. J'ai pas eu le temps de, j'ai pas eu le temps de voir arriver la fin. Et du coup, c'est peut-être pas plus mal parce que j'aurais peut-être mouillé à la fin si j'avais servi pour le match ou des trucs comme ça. Mais j'ai pas eu cette étape-là. Du coup, c'était vraiment bizarre sur le coup. Il y a eu un moment sur ton banc où le public devait crier enfin, chanter ton prénom et où tu t'es dit, putain, ce que je suis en train de vivre, c'est monumental. Ouais, bah ouais, clairement. Après, bah, si je dis pas de bêtises, c'était la fin du troisième, ça. C'est quand je reprends, quand je passe de 2-7-1 devant, je crois que j'ai gagné 6-1 ou 6-2 le troisième, c'était assez rapide. Et il y a un moment où je me suis dit, putain, la bonze, il va falloir, sors du cours, va essayer de réaliser un peu ce qui se passe. Je suis parti me changer et tout parce que, enfin, je commence enfin, je tremblais un peu sur le cours parce que il y avait tellement de bruit et tellement de choses qui se passent autour qu'il fallait que j'arrive à sortir pour rester concentré dans ce qu'il fallait, quoi. C'est lucide. Enfin, c'est bon, Ouais. énorme. Et en sortant du cours, c'est quoi? Enfin, médiatiquement, c'est un gros boom. Comment tu gères? Ça s'est passé Ah comment? ouais, en sortant, j'ai pris cher. Ah, j'ai pris cher, je me suis retrouvé premier français qualifié de la quinzaine. Ouais. Ouais, bah, c'était cool, mais j'étais méga content, mais j'étais pas presque à l'arrivée, donc je suis sorti. Mon match, il a quand même duré 2h45, je crois, à peu près, même s'il y a eu abandon au quatrième. Et du coup, je suis sorti, douche, repas avec tous ceux qui étaient venus me voir. Donc voilà, je voulais profiter quand même. Et là, on vient me voir pour me dire, bah écoute, ils t'attendent en salle de presse, machin, quand est-ce que tu es dispo et tout. Donc je leur donne 1 heure quand même je me laisse un petit peu de temps pour essayer de profiter et manger. Mais au final, bah, c'est jamais assez parce que j'étais mort, quoi. Nerveusement, j'étais mort. C'est l'heure d'aller aux interviews et je me retrouve, enfin, je dis non comment dire, aux interviews en anglais parce que j'étais tellement exténué que j'allais dire n'importe quoi. Ouais. Et du coup, j'accepte que les trucs en français et je me retrouve dans la grande salle de conférence, enfin, la plus grande de Roland, celle du vainqueur, quoi, directement. Et je me retrouve là avec, je sais pas, 20 ou 30 journalistes, je sais plus combien il y en avait. Ouais. Et ça fait bizarre de recevoir, enfin, de se retrouver là d'un coup comme ça, alors que bah, des interviews, j'en avais donné, mais enfin, il y avait 3 personnes, quoi. Et sur les tchals, il y a zéro conférence de presse. Si, il peut y en avoir, mais bon, il y a peut-être 5 journalistes. Ok. Enfin, il y a pas cet engouement-là et le fait d'avoir énormément de journaux différents. Ouais. Et du coup, je me retrouve là. Derrière, j'enchaîne avec. J'avais un entretien à l'équipe. J'ai fait une radio en haut du central. Et je me retrouve à enchaîner plein de trucs. Il devait être 18h30 ou 19h. Et j'avais pas fait ma récup encore. Je devais encore faire à cryo, faire les massages et tout. Ouais. Et au final, à partir du moment où j'ai gagné mon match, tout s'est enchaîné jusqu'au mardi midi. J'ai pas eu un moment de repos entre le dimanche après-midi jusqu'à mardi midi. Ouais. Donc je suis rentré méga tard à l'hôtel, le temps d'aller manger, de profiter un peu avec, bah voilà, de retrouver un peu les amis qui étaient déjà là avant. On a fini un peu tard et puis je rejouais que le mercredi, donc en soi j'avais le temps. Et voilà, on se couche un peu tard. Du coup le lendemain tu te reposes, tu dors un peu.
fin de matinée, je devais faire une séance un peu de décrassage physique plus aller jouer, où je tapais 45 minutes par jour. Je fais ça, je me retrouve à être invité sur RGTV le lundi après-midi. Donc j'y vais en début d'après-midi, je me retrouve sur un live Facebook, je sais pas, je sais même plus avec qui c'était. Le soir, pareil, je dois enchaîner mes soins et tout, donc en fait, je m'arrêtais jamais. Tu Et regrettes d'avoir accepté trop de sollicitations? Non, je regrette pas parce que ça fait partie du jeu. Ok. Ça fait partie du jeu et il faut le vivre une fois pour savoir mieux le gérer par la suite. Mais et voilà, je me suis retrouvé avec des journalistes de BFM TV, je crois, qui m'ont suivi pendant une journée. Ok. Donc j'avais plein de sollicitations partout et je devais gérer à la fois le fait de quand même rester compétitif en allant jouer un petit peu, de faire un peu de physique pour récupérer, de gérer les séances de récup, les séances de kiné. Et c'est pour ça, avec mon coach, le mardi matin, on a dit à midi, on coupe tout, quoi. Hmm. Le mardi après-midi, à partir de mardi midi, tu te reposes jusqu'à ton match parce qu'à un moment, il faut déconnecter de tout ça. Et en soi, je crois que j'ai jamais récupéré. Ouais. J'ai jamais pu récupérer de ce match. Déjà, physiquement, il y avait tellement de tension que ça m'a laissé beaucoup de traces. Et je suis arrivé sur Ramos Vinolas, j'avais des douleurs dans la cuisse, machin. Dans ma tête, j'étais prêt j'étais prêt à me battre et je voulais faire un gros match. Ouais. Mais enfin, il jouait tellement bien que je me suis fait rouler dessus, quoi. Et lui, ça m'étonnerait que Ramos Vinolas, il y a BFM TV qui l'ait suivi une journée. Non, là, je pense qu'il était plutôt tranquille, lui. Et en termes de niveau de jeu, tu l'as trouvé monstrueux, tu l'as trouvé solide, il était comment? C'était quoi En fait, j'avais passé quelques temps avec Paul-Henri Mathieu, qui m'avait beaucoup parlé de lui parce qu'il s'était joué quelques fois. Il m'avait dit qu'il aimait pas trop les droitiers qui rentraient fort avec leur revers dans son coup droit. Ok. Donc je me suis dit, bon, éventuellement, ça peut coller à mon jeu. J'aime bien, avec mon revers, frapper fort croisé. Donc j'avais un peu ça en tête au début du match. Et en fait, le match a commencé et j'ai essayé de frapper toutes mes forces. Et j'avais l'impression qu'en fait, il pouvait boire un café entre chaque frappe. C'est une C'était belle un image. enfer parce que j'ai l'impression que je lui faisais jamais mal. Je lui faisais jamais mal. Il servait pas très fort. Il servait peut-être à 190, 195. Il passait 75, 60 premières avec son slice de gaucher. J'avais l'impression que j'avais que des premières à retourner. Il avait que des pénaux en deuxième frappe. Et j'ai pas une balle de break du match. Pas une balle de break. Alors que c'est pas un gros serveur. Et je me fais rouler dessus pendant une heure et demie, une heure 20. Je sais pas combien de temps ça a duré. Alors que à la base, dans ma tête, j'étais parti pour faire un bon match et pourquoi pas l'accrocher. Et ça, j'y ai peut-être cru pendant 4-5 jeux au début. Ouais. Et après, j'ai commencé à prendre 6-2. Je me suis dit, bon, bah allez, tu essaies d'en mettre un peu plus sur un début de set, au moins de garder ton service. Et au bout de 2 jeux, je m'étais fait breaker, je prenais 6-1. Et je me faisais rouler dessus, je pouvais rien faire. Et là, tu as vu la différence de sollicitation de médias en fonction de victoire-défaite? Ou ça s'est passé comment? Derrière, honnêtement, je sais même plus comment ça s'est passé derrière. Je sais même pas si j'avais fait des conférences ou pas derrière. Je crois que de toute façon, le truc était vite retombé et ça s'est transféré sur d'autres joueurs, mais c'était marrant de voir ça, quoi. Tu avais fait le double et double mix cette année-là ou pas? Non, j'avais fait que le simple. Donc tu repars avec quand même, deuxième tour, c'est 87 000 euros. Ouais, c'était un peu moins. Moi, à mon époque, c'était 70 000. Ah d'accord. Ça a Ça a pris. augmenté Ça a ouais, encore ça prend de plus en plus. Ouais. Et clairement, tu souffles un gros coup. Enfin, qu'est-ce que pour toi, ça représente quoi à ce moment-là? Bah, c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout que moi, un mois avant, si je gagnais un 15 000, déjà, c'était bien, quoi. Enfin, j'étais content de gagner un 15 000 où je prenais peut-être 700 ou 800 euros à la fin. Ah ouais. Donc, ça m'a fait une diff énorme, mais en soi, je voulais pas y penser. Je voulais pas, voilà, tout le monde me disait, quand j'ai eu la wildcard, voilà, tu vas prendre 30 ou 35 000 euros du premier tour, c'est énorme, machin. Ouais. Mais je voulais pas, enfin, ça m'intéressait pas d'aller dans ces comptes-là, quoi. C'était pas ce que je voulais. Je voulais pas me rajouter un truc de me dire, voilà, tu vas prendre 35 000 euros, tu vas pouvoir faire les tournois que tu veux en fin d'année, ou parce que dans ma tête, je pense que j'ai jamais vraiment pensé à ces problèmes financiers qui pouvaient être en lien avec le circuit. Du coup, voilà, j'ai pris le press money que j'ai pris cette année-là. J'étais très content, mais enfin, j'étais conscient que c'était un truc énorme. Ouais. Que voilà, pour la grande majorité des gens, c'est beaucoup. Mais j'ai pas voulu trop m'attarder là-dessus et en faire des caisses, quoi. Tu t'es pas dit, je vais pouvoir payer ma structure pendant un an, c'est cool. Non, c'est pas trop ta manière de raisonner finalement. En fait, j'avais pas de structure à cette époque-là. D'accord. C'était la période un peu où j'avais pas forcément d'entraîneur. Et du coup, j'avais personne à payer. Ok.
Donc c'était juste pour partir en tournoi. Et voilà, dans ma tête, bah si, je me suis forcément dit c'est cool, bah voilà, t'as de quoi revenir. Forcément, ça dégage l'horizon, ça fait du bien, mais j'ai pas pensé au problème de payer qui que ce soit derrière, quoi. Entre Roland, du coup, 2017 et Wim 2019, où tu fais les qualifs, qu'est-ce qui s'est passé de marquant en une année et un mois? J'ai vécu à partir de l'automne 2017, c'était un peu plus compliqué, Ouais, où j'avais eu pas mal de problèmes un peu perso, qui m'avaient fait, je pense, pas mal de répercussions dans le tennis. J'avais quand même fait une bonne fin de saison. Franchement, la fin d'année était correcte. J'avais rejoué Danil à Brest, où j'avais perdu 7-6 troisième. J'avais fait les qualifs de Bercy derrière. Et à partir des interclubs et de la prépa foncière, ça a été un petit peu plus dur. Et je m'étais blessé pour l'Australie. Je devais aller en Australie. J'ai eu une blessure au genou 4 ou 5 jours avant d'y aller. d'accord. Donc j'ai tout annulé. Et après, je suis rentré dans un mauvais schéma sur les premiers mois de l'année où je jouais pas bien. J'avais pas forcément la tête de tennis et je faisais pas les bonnes choses, quoi. Et du coup, il a fallu du temps pour vraiment bien se remettre. Au final, ouais, alors je me suis qualifié à Wim, mais c'était un peu inespéré parce que au début de la liste, je devais être quoi? Je devais être 10 dehors, je crois. Ouais. Et je suis rentré peut-être 2 jours avant. Donc, j'avais pas joué sur gazon depuis les juniors. Comment tu te sens sur gazon? Ah bah j'adore. Ouais. Au début, enfin là-bas, je partais là-bas en me disant que j'aimais pas trop parce que j'avais tellement peu joué dessus que j'avais zéro repère. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé ça injouable au début, les premiers jours. Ouais. Je me faisais, dès que je faisais un entraînement, je me faisais défoncer. Enfin, c'était vraiment compliqué. Mon premier tour, c'était, honnêtement, je vais le dire, c'était un vol que je gagne ce match. Parce que j'avais joué un japonais où je perds un set et je crois que je sauve 12 balles de break au deuxième. Ah oui, d'accord. Donc, gros miracle. Et Ouais. comme tu vois, derrière, ça part de là. Et à partir de ce deuxième tour, j'aime mieux jouer et je finis par me qualifier. Et à vraiment apprécier jouer sur gazon. Et après, beaucoup de regrets et de frustration sur mon premier tour. Tu joues Parce que qui au premier? je joue Lucas Laco, Ok. qui venait de faire finale il venait de faire finale à Eastbourne, je crois, au 250 la semaine d'avant. Ouais. Donc il arrivait en confiance. Et surtout, c'était pour jouer Roger derrière. Alors, Donc, attends. pareil, même système pour le tirage au sort, je l'avais pas du tout suivi. Et d'un coup, je reçois 50 messages en me disant putain, tu peux jouer Roger au deuxième tour. Je veux dire, les gars, merci, mais parlez-moi du premier. D'abord, je savais pas qui je jouais, que j'étais déjà au courant que je pouvais jouer Roger au deuxième tour. Tu peux nous en toucher un ou deux mots, toi, de la manière dont tu te sens dans cet écrin absolument dingue? Bah, honnêtement, Wimbledon, le site principal est magnifique. Ouais. Donc voilà, les qualifs se jouent à Roehampton, c'est pas très loin, c'est à 20 ou 25 minutes. Où en fait, il faut imaginer une grande plaine où, où en fait ils posent des lignes et ils enchaînent les cours comme ça, mais à la base c'est pas du tout un club de tennis. Là où il y a la fédé anglaise, mais le champ des qualifs c'est pas du tout des cours. Donc le gazon est très bien, il est bien entretenu et bon, après plus les jours passent, c'est forcément plus c'est compliqué parce que le gazon et la terre en dessous se dégradent. Ouais. Quand t'arrives au site principal, c'est magnifique. Le tournoi, il est incroyable. Si tu chopes des journées où il fait beau, quand tu te retrouves au restaurant des joueurs qui surplombe un peu tout, c'est incroyable. Et, même les vestiaires, c'est des vestiaires auxquels on n'a pas accès pour les juniors. Donc, même si j'avais fait les juniors, je redécouvrais un peu le truc et honnêtement, c'était magnifique. Bon, bah, dommage, ouais, dommage pour ce premier tour où tu te troues, a priori. Ouais, je me trouve pas forcément, mais j'ai quand même pas mal d'occasions. Lui, il joue bien et il y a quelques moments où je négocie mal le truc et je dois au moins m'en sortir pour aller au cinquième. Ouais. Et au final, je me retrouve à perdre en 4 et j'étais effondré, quoi. Il y a plus de Ouais. qualifs maintenant à Wimbledon, mais la dernière édition, c'était quoi? C'était 2017? Si, tu as toujours les qualifs à win. Les qualifs en double, pardon. Si, c'est moi, il y avait encore les qualifs de double, donc c'était 2018. Maintenant, c'est une très bonne question. Je sais pas s'il y a les qualifs de double. Non, il y en a plus, mais je sais plus la dernière édition, si c'était 2017 ou Bah, 2018. 2018, il y en avait moi encore. D'accord, bah, ça doit être la dernière fois. Et Ouais. t'as pas essayé de te qualifier en double? Enfin, à chaque fois, t'étais pas Non, bah, le cut est beaucoup trop haut pour rentrer. Ouais. Surtout que moi, j'arrivais, j'avais pas un classement de double énorme, ni un classement de simple. Enfin, je devais être 200 dans les deux, donc aucune chance de rentrer, quoi.
Yes. L'autre fait marquant, du coup, c'est à Montpellier en 2019, où tu fais Ouais. finale avec Antoine Hoang. Pareil, mais j'aimerais savoir juste entre 2018 et 2019, la manière dont tu as continué de progresser. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, des choses que tu as compris sur le circuit, des déclics que tu as pu avoir? Bah, surtout, c'était un gros travail avec moi-même pour retrouver la confiance que j'avais perdue en quelques mois. Et au final, elle n'est pas revenue tout de suite. J'avais quelques tournois où je jouais bien, où j'avais un peu des éclats de temps en temps, mais mon année, sur un terme général, elle n'était pas du tout assez constante. Et j'en étais pas du tout content, ça me plaisait pas. Après, encore une fois, le double à Montpellier, il survient un peu au milieu de nulle part. Ouais. J'avais pas forcément fait un très bon début de saison. J'avais eu une wildcard en double avec Antoine un peu au dernier moment. Et après, on se connaît très bien avec Antoine, on est très amis et on avait déjà joué quelques doubles ensemble, donc voilà, on était parti pour s'amuser. Et au final, lui, c'était la période où j'ai vraiment très bien. Il faut dire qu'en simple, il jouait déjà, il commençait à vraiment bien jouer. Ouais. Il avait battu pas mal de mecs en simple, donc il avait cette confiance-là, plus le fait en soi de jouer à côté, libéré en double. Et moi, ça me convenait bien parce qu'on s'entend bien, on rigolait beaucoup sur le terrain. Et au final, je sais que j'avais une base solide avec lui à côté, ou du fond de cours en indoor, il peut envoyer que des winners pendant un match entier. Donc sur ses diags où il a pas trop bougé, j'étais assez confiant. Et au final, moi, j'ai réussi un peu à me libérer tout au long de la semaine, à jouer de mieux en mieux, à bien servir, à bien retourner. Et on s'est vraiment bien complété comme ça et on s'est éclaté toute la semaine pour au final faire finale et en battant des très bonnes équipes en quart et en demi. Donc c'était vraiment cool. Mais on l'attendait pas venir, quoi. Tu joues à gauche ou à droite, toi, en double? Je jouais à droite. T'es vachement bien classé, t'es 156e. Tu as un partenaire fixe ou tu changes en fonction du tournoi où Non, t'es? je change beaucoup. Après, j'en ai joué quelques-uns avec Antoine l'année dernière. Ouais. L'idée, c'était potentiellement d'en jouer plus avec lui cette année. Mais non, sinon, je change régulièrement. C'est dur de retrouver tout le temps les mêmes joueurs sans être engagé vraiment à fond dans le double Ouais. sur une saison entière, quoi. Donc, pour moi, qui était un peu à la limite des challengers et des futurs, je pouvais pas me permettre de dire à un mec, bah, je pars toute l'année avec toi, quoi. Ton cool plus naturel, c'est lequel? Bah, c'est le revers, je pense. Ok. Et de quelle manière tu penses avoir fait évoluer ton jeu depuis tes débuts sur le circuit? Bah, je pense que je sers mieux qu'au début. Je sers beaucoup mieux. Après forcément, hein, j'ai un peu amélioré tous les aspects, mais ça, c'est assez naturel. Forcément, tu joues et tu progresses un peu partout. Là, sur le début d'année, je pense que c'est plus sur l'aspect un peu mental et gestion du truc qui m'a fait du bien, mais il y a aussi pas mal progressé en coup droit parce que c'est pas forcément mon meilleur coup de base. Ouais. C'est celui avec lequel je peux faire le plus mal, mais aussi avec celui avec lequel je fais le plus de fautes. Donc peut-être un peu améliorer ce ratio-là. Et Et voilà, dans tous ces aspects-là, quoi. au service, pour le progresser, il n'y a pas de secret, tu as fait des paniers, des paniers de balles ou comment tu t'es débrouillé? Bah ouais, il y a le fait d'en faire beaucoup, il y a le fait de faire de la muscu aussi, tu prends en puissance. Du coup, ça aide et après stabiliser beaucoup plus la technique pure pour ensuite retranscrire la puissance que tu gagnes sur les séances physiques, quoi. Physiquement, tu bosses comme un boucher ou t'es... comment- Non, non, je pense que je fais ce qu'il faut. Je fais pas n'importe quoi. Je vais pas soulever 200 kilos tous les jours, mais forcément, entre la période où j'avais 18 ans et maintenant, j'ai forcément pris musculairement. Yes. Tu bosses avec un prépa mental ou pas? Non, Non. Comment, non. du coup, tu gères mieux cette gestion du stress? C'était une grosse discussion que j'ai eue cet hiver où j'ai changé de structure, où donc j'ai quitté Toulouse et je suis venu à Aix-en-Provence, où en soi j'ai rejoint Antoine dans son groupe d'entraînement avec Lionel Zimbler et David Guez. Et c'était pas mal de discussions avec Lionel au début, parce que voilà, je savais que j'étais un joueur qui était capable d'avoir des belles victoires, mais je manquais beaucoup de confiance en soi sur les 2 dernières saisons et c'était trop irrégulier. Donc l'année dernière, à partir de l'été, je suis reparti beaucoup plus en futur pour essayer d'avoir un schéma où je jouais plus de matchs chaque semaine, en sachant que j'en gagnais pas beaucoup en challenger. Donc c'était vraiment l'idée
de regagner des matchs, d'enchaîner beaucoup. Ce que j'ai fait pas mal. J'en ai gagné quelques-uns et j'ai fait des bons résultats. Donc changement de raquette cet hiver, changement d'entraîneur et du coup au final changement de repère aussi parce que j'ai changé de ville. Et l'idée c'était vraiment d'essayer de faire un peu un nouveau départ ou de sortir de mon confort que j'avais à Toulouse où je connaissais très bien les conditions et au final où j'avais beaucoup de liens affectifs là-bas aussi. Et le fait de tout couper un peu pour venir ici avec ma copine et donc ce nouveau groupe d'entraînement, je me suis dit, écoute, maintenant il faut que tu fermes ta gueule à l'entraînement et t'essaies de suivre un peu ce que te dit un mec et essaie de le faire à fond. Et au final, on a beaucoup discuté. C'était pas facile cet hiver parce que c'était beaucoup de choses nouvelles pour moi. Qu'on a changé techniquement sur l'approche et tout. D'accord. Ça a forcément un petit peu payé sur le début de saison parce que j'ai eu des très bons résultats. Après, je ne m'y attendais pas forcément à ce que ça arrive si vite, mais ouais, forcément, j'ai changé un peu ma manière d'aborder le truc. Qu'est-ce que tu penses du coaching de Lionel Zimbler? Pour l'instant, il est payant. Pour l'instant, il est payant. Après, il a quand même beaucoup d'expérience. Il a eu beaucoup de bons joueurs. Il a eu Benoît. Il a eu, mine de rien, il a quand même beaucoup fait monter Antoine aussi. Ouais. Plus d'autres joueurs avant. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande expérience. Après, on s'entend très bien aussi parce qu'il est très nerveux aussi, il faut le dire. Il est très nerveux et très affectif à la fois. D'accord. Donc c'est un mélange qui me convient plutôt bien et on s'entend très bien. Mais on sait que si on fait n'importe quoi, on va en prendre plein la gueule. Donc on n'a pas cet aspect où au final on va se relâcher à un moment. On a tout de suite travaillé sur des aspects techniques assez simples de mon jeu et moi j'ai bien accepté. J'ai bien intégré le fait qu'il fallait que de toute manière je déconnecte un peu et que je laisse faire sans mettre mon grain de sel et en essayant d'apporter ma touche à chaque fois. Ouais. J'ai essayé juste de suivre un peu, de pas contredire, de me plonger à fond dans ce qu'il voulait. Et au final, les résultats sont arrivés assez vite. Il y a forcément une part de réussite aussi, mais il y a eu un gros travail cet hiver. On fait un épisode demain matin. Est-ce que tu as envie de glisser une petite question pour Lionel? Est-ce que une petite question pour Lionel alors ne lui parle pas de confinement déjà, Ça, alors, ni de nourriture. Si tu as deux sujets à éviter, c'est vraiment ne parle pas de sucre. Ne parle pas de sucre parce qu'il peut craquer très vite. c'est énorme. Mais non, sinon on a vraiment une très bonne relation et c'est quelqu'un de bien, même s'il peut être très nerveux par moment. Hier, je fais un épisode avec Petar Popovic et il me disait que c'était il l'avoue volontiers. Il dit, je suis un malade mental. Si je sens que le joueur est à 90% et pas à 100%, je suis capable de le mettre dans le grillage. Ouais, mais ça fait aussi partie des grands entraîneurs d'avoir cette folie-là qui pousse les joueurs à faire plus, quoi. À moyen terme, on va dire, parce que là, la situation est un peu trouble. Quels sont tes objectifs concrètement? Où est-ce que tu veux aller? Rejouer au tennis, déjà. Ouais, non, mais après ça. Ça devrait pas tarder. Après, je pense que le circuit, ça va être dans quand même pas mal de temps. Ouais. Mon objectif cette année, c'était de revenir dans les qualifs de Grand Chelem avec mon classement, ce que j'ai fait au final très rapidement. Donc j'étais content et je me suis dit que j'aimerais bien gagner un challenger aussi. Donc j'ai fait ma deuxième finale en Inde. Et c'était principalement les deux objectifs de l'année. Et après, je trouve ça compliqué d'avoir un objectif de classement vraiment précis à atteindre. Parce qu'en soi, ça peut aller vite dans les deux sens. Donc forcément, si j'avais terminé l'année 50, je t'aurais dit, je suis méga content, mais si je la finis 110, je serais content aussi. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer de continuer comme je l'ai fait, surtout sur l'aspect entraînement, essayer de continuer à progresser là-dessus et de garder cette approche que sur les matchs, parce qu'au final, on s'est arrêté brutalement au milieu de saison. J'aurais bien aimé voir jusqu'à où ma dynamique pouvait m'amener, même Ouais. si je commençais à être quand même assez fatigué mentalement de l'enchaînement que j'ai fait. Ok. Mais j'étais un peu impatient à l'idée de finir le dur. Là, il me restait de base, il me restait 2 tournois en indoor en France à faire. Et après, de voir ce qui pouvait se passer sur Terre et surtout d'arriver à Roland en confiance, quoi. Ouais. Mais du coup, maintenant que tout est un peu
un peu compromis. L'idée, c'est vraiment de continuer à travailler de la bonne manière et que ça essaie de m'amener encore plus loin, quoi. Ton rêve, c'est quoi? Bah, mon rêve, c'est de gagner un grand chelem un jour. Après, l'objectif, c'est déjà de rentrer dans les 100, voire dans les 50 à terme. Ouais. Et puis, de toute façon, je pense que tout joueur de tennis qui se lance sur le circuit veut gagner un grand chelem un jour. Yes. Mais on sait que très peu y arrivent. Ouais. Donc, on va voir. Ok. Pour terminer, Benjamin, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Euh, Ouais. Avant ça, on va juste parler de ton équipementier, l'auto et raquette. Euh, Déjà, est-ce que tu te souviens, excuse-moi, je ferme la porte. Est-ce que tu te souviens la toute première dotation de fringues que tu as reçue? Est-ce que tu as ressenti? C'était quoi? Avec l'auto, Non, 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 vraiment la toute première. la première, c'était tout nouveau parce que j'avais gagné la Nike Junior Tour à l'époque, Ok. avant de rentrer à Bouloris et j'avais reçu ma dotation Nike. Enfin, pour moi, ça me paraissait incroyable, quoi. Ouais. J'ai reçu des t-shirts dans tous les sens, des shorts, des chaussettes, des chaussures, machin. Et c'était un truc de ouf. Et aujourd'hui, l'auto, je connais pas trop. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est quoi comme, ça a l'air assez technique comme fringue? L'auto, c'est une marque italienne, c'est une très bonne marque qui s'est beaucoup développée dans le tennis depuis quelques années. Après voilà, les vêtements sont cool, les chaussures sont bien. Ça c'est quand même important pour les joueurs. Moi je les aime bien, j'ai eu zéro problème à m'adapter. Et non, franchement c'est ma troisième année avec eux et ça se passe vraiment bien, quoi. Et ils te soutiennent aussi financièrement ou c'est que de la dotation? J'avais un contrat financier au début Ouais, qui évoluait en fonction de l'évolution au classement. Donc bon, mais vu que j'ai baissé, j'ai pas eu de suite derrière. d'accord. Mais à la base, si j'avais progressé, il y aurait eu un aspect financier à côté, hein. Et les raquettes, t'es avec qui? La raquette, je suis avec Wilson. Tac. Wilson, et ça fait très longtemps que je suis avec Wilson. Ça doit faire bien 13 ans, je pense. Tiens, on va commencer par celle-là. Est-ce que tu as déjà pris le boulard, Ben? Inconsciemment, je pense, ouais. À quel Après, peut-être un petit peu après Roland, ou sur des moments où, bah, voilà, où tu fais des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire et où même moi, au final, je ne m'y attendais pas. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Je pense que j'ai peut-être eu des réactions un peu dans ce style-là, quand on voulait essayer de changer des trucs dans mon jeu Ouais. ou me dire des choses qui me plaisaient pas. Mais je pense que ça a pas duré longtemps parce que c'est pas dans ma nature. Quel est l'échec que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui qui t'a le plus appris? Alors attends, parce que là, il faut que je réfléchisse. Ça, c'est une question sérieuse. Bah, je pense que c'est le fait de ne pas avoir été gardé au CNE. Ouais, En soi, bah, derrière, je me suis retrouvé sans forcément d'entraîneur. J'ai un peu fait à ma sauce sur les années qui ont suivi. Et au final, ça n'a pas empêché de monter top 200 et voilà, de passer un tour en Grand Chelem et de me qualifier en Grand Chelem. Même si après, entre-temps, j'ai repris des structures un peu plus organisées. Mais voilà, vraiment de se dire que enfin, j'ai beaucoup appris sur moi-même quand j'étais seul, quoi. Sans entraîneur, il a fallu que j'essaie de progresser à ma manière, sans forcément d'avis extérieur. Donc au final, on en apprend beaucoup. ouais. Ta plus grande réussite jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est Roland ou c'est autre chose? Non, je pense que c'est Roland. Je pense que pour un joueur français, tu peux pas faire mieux. Et puis même, j'ai pas passé d'autres tours dans les autres grands chelems. Ouais. Donc c'est compliqué de passer au-dessus. Comment est-ce que tu gères le fait d'être en couple et d'être sur le circuit? Mais ça, c'est pas moi qu'il faut le demander, mais non, je le gère plutôt bien. Je trouve que c'est important d'avoir cette présence-là à côté et cet équilibre un peu qui fait que bah, si ça se passe mal au tennis, tu peux forcément penser à autre chose et avoir en tête que tu peux t'en sortir d'un côté. Est-ce que ta copine te rejoint sur quelques tournois parfois? Ouais, ouais, j'ai la chance, elle a quand même un emploi du temps assez maniable, donc elle m'a pas mal accompagné depuis qu'on est ensemble. Et je trouve ouais, c'est vraiment une part très importante de l'équilibre sportif. Yes. Est-ce que tu bouquines un peu et si oui, est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie? Voilà. Pas du tout. L'équipe 98 en juillet. Je lis, putain, je lis jamais. Si, enfin, je lis beaucoup d'articles, mais de manière, enfin, sur mon téléphone, quoi. Ouais. Je lis beaucoup d'articles de sport, mais c'est vrai que lire des livres, j'en lis quasiment jamais. Comment est-ce que tu gères les distractions avec le téléphone, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu as des règles?
en tournoi ou en entraînement pour garder ton influx au bon endroit? Non. Franchement, non. Après, à l'entraînement, j'essaie de pas trop le sortir parce que c'est pas le moment et c'est aussi un aspect que j'ai changé cet hiver parce qu'avant, j'avais tendance à tout le temps être dessus, même quand on allait boire. Donc, non. Après, en dehors, je suis quand même beaucoup sur mon téléphone, surtout quand je suis pas avec ma copine. Principalement, après, une fois qu'on est ensemble, c'est vrai que j'y suis pas trop et les distractions autour, hors du cours, à part jouer à la play ou voilà, ou sinon, enfin les réseaux sociaux, j'y prête pas trop d'importance parce que faut savoir qu'on se fait insulter environ tous les 2 jours quand on en a. Donc à un moment, tu t'habitues et ça fait plus rien quoi. Ouais. Le concert le plus ouf auquel tu as assisté? Ouais, c'était Big Flo et Oli après la finale de Top 14 l'été dernier au Stade de France. C'était pas un vrai concert à la base, mais c'était eux qui faisaient la fermeture du truc. Ouais. Et vu que moi je suis licencié au Stade Toulousain, tennis, qui est le même que le rugby, Ouais. c'est vrai que qu'ils aient gagné ce titre-là, c'était un bon moment. Plus Big Flo et Oli qui sont toulousains aussi, donc c'était vraiment cool. Merci à ta copine pour la réponse. Ouais, elle était là, c'est pour ça elle était obligée de le mentionner. Yes. Quels seraient les mots du Benjamin d'aujourd'hui que tu donnerais au Benjamin qui venait de se faire virer du CNE pour essayer de le coacher un peu, le driver? Euh, Fais-toi confiance parce qu'en soi, parce que tu as largement les moyens de trouver les solutions seul pour l'instant et Ok. que tu es capable d'avancer seul. Ok. Ah, je pensais que tu allais plus parler d'un coach, de dire continue d'aller chercher de l'aide et tout. Et au final, non, d'assumer pleinement le choix que tu as fait, quoi. Bah ouais, parce qu'au final, avec le recul, c'est ce que j'ai fait au début. Forcément, j'aurais aimé avoir un coach, mais c'était pas envisageable au début. Donc, je me suis retrouvé un peu à faire ce que je voulais et à le gérer à ma manière. Donc, et au début, c'était pas quelque chose dont j'étais forcément persuadé. Enfin, j'étais pas persuadé que ce soit la bonne méthode. Et je pense qu'à forcément un moment, il faut retrouver un encadrement. Mais ouais, je me serais dit ça d'y croire dès le début, quoi. Yes. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien? Hum, il y a forcément celle de Stan Wawrinka, qui est quand Ouais. même, très bien trouvée, mais qui est très célèbre aussi. Tu peux nous la dire? Ouais, je vais te la dire. Je Je vais t'écoute. te la dire. Euh, Tu me poses un piège, attends. C'est, oh là là, j'ai pas le droit au téléphone, bien sûr. Si, si, regarde, regarde, il n'y a pas de souci. Ah, j'ai le droit au téléphone. Bien sûr. Alors, je vais te la sortir très vite. Je m'étais fait charrier par mes potes. Je l'avais sorti une fois. Je l'avais sorti n'importe comment. Je l'avais. Et depuis, ils se foutent de ma gueule en inventant. Et ça ressemble à tomber, tomber mieux, tomber plus fort, tomber encore. Ouais, c'est ça. Mais elle est pas facile à retenir, hein. Ouais. Elle est longue. Alors, attends, je l'ai. Ever failed, ever tried, je sais plus. C'est un truc comme ça. Ever tried, ever failed, no matter, try again, file better. Eh ben voilà. Ouais. Tu veux rester sur celle-là ou tu veux nous en donner une autre? Non, je vais rester sur celle-là parce elle est quand même bien représentative du tennis parce qu'en soi, on est un des rares sports où on peut gagner et perdre toutes les semaines, chose qui arrive pas forcément ailleurs. Donc elle représente bien la mentalité qu'il faut avoir hein, parce que tu vas avoir un passage où tu vas pas gagner beaucoup de matchs et d'un coup tu sais pas pourquoi ça va se redéclencher, tu vas en gagner beaucoup plus et ça va très vite quoi. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast à qui tu donnerais le relais et que tu pourrais nous aider à avoir? Grégoire Jacques, Ah ouais? direct, parce qu'il va parler pendant 3 heures, c'est sûr. Tu penses qu'il a Et de qu'il a, bonnes je têtes? pense qu'il a beaucoup de trucs à raconter et je pense il peut les raconter d'une bonne manière. Bon ben merci beaucoup Ben d'avoir pris le temps, d'avoir joué le jeu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter au-delà de sortir du confinement et de rejouer au tennis? Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi au-delà d'être top 50 et au-delà de gagner un grand chelem? Je sais, ça fait beaucoup. De continuer à être bien, que ce soit sur le court ou en dehors. Yes. Et voilà, de toute façon, je pense qu'il faut souhaiter à tous les joueurs de reprendre le circuit au plus vite parce que ça va faire long. Ouais. Mais sinon, dans cette période-là, sinon d'essayer d'être en bonne santé parce que c'est un truc qui devient prioritaire. Sur le fonds qui a été mis en place là de 6 millions d'euros, clairement, tu sais à quoi tu as le droit? Comment ça se passe?
Non, honnêtement, je sais même pas si j'en fais partie. D'accord. Ils ont annoncé 800 joueurs à peu près, Ouais. filles garçons confondus, qui vont bénéficier de ça. Et ils n'ont pas annoncé les fourchettes de classement. Ils ont dit qu'ils prendront en compte les gains antérieurs un petit peu, les gains du début de saison. Donc c'est assez flou. Et vu que j'ai gagné pas mal de matchs et que j'ai fait des bons résultats, je suis pas convaincu d'être dedans. D'accord. Ok. Bon, on se refait un épisode quand tu passes la barrière du top 50, Ben. Exactement, on fait ça. Allez là. Ouais. Allez, Merci. à bientôt. Prends soin de À toi. bientôt. Ouais, merci. Ciao. Salut. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez nous rendre un grand service en nous mettant 5 étoiles sur iTunes. Ça aide considérablement la chaîne Tennis Légende à trouver de nouveaux éditeurs et avoir des invités de renom qui ont envie de partager leurs visions et leurs anecdotes du circuit pro. Parce qu'en face, il faut le dire, il y a le public et les évaluations qui sont là. Pourquoi Apple? Parce que c'est LA plateforme numéro 1 de podcast. Je vous mets le lien juste en dessous en description pour y accéder. Le bouche à oreille fonctionne à merveille, donc si tu veux faire plaisir à un pote ou une amie à toi, envoie-lui tout simplement l'épisode, peut-être qu'il ou elle se régalera autant que toi. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 €, soit un café par mois, ou plus, si le cœur t'en dit, et le lien pour y accéder est lui aussi juste en dessous. Enfin, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets-nous un pouce et un commentaire sur ce que t'as pensé de l'invité, on pourra éventuellement organiser un match retour. On se retrouve mardi prochain avec un nouvel épisode. Belle semaine à tous, ciao.